Bienvenue, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et nous allons aujourd'hui recevoir dans un instant Madame Sérival. Bonjour. Avec elle, on va parler des accélérateurs d'entreprise et de création. Il y a des choses à faire quand vous avez une petite entreprise, surtout dans les quartiers prioritaires de Cap Excellence. Elle nous dira un peu plus. Un peu plus tard, nous recevrons une autre femme, Maritza Bernier. Elle est adjointe au maire de DE en charge des commissions affaires juridiques et animation du territoire. Il y a une petite fête du carnaval et de marché ce week-end à DE. Elle a tenu donc à venir nous expliquer ce qui va se passer. Isabelle Faye, sa chronique habituelle du vendredi. C'est quoi cette affaire? Cette affaire, bien, c'est les propos de M. Cotellon. C'était le week-end dernier sur les ondes de RCI. Il a dit un certain nombre de choses. Isabelle Faye, qui est juriste et qui connaît bien le droit du travail et la loi du 5 août, viendra un peu décrypter ce qu'a dit Gérard Cotellon. Et nous allons terminer, comme chaque vendredi, avec nos deux amis. Je vais parler de Jacques Davila et de Isma Rouguenin. L'eau en toute sorte, on parlera des problèmes de l'eau. Vous savez, ces problèmes-là, ils sont récurrents. Chaque semaine, on fait le point et rien va changer. Il faut croire que peut-être il y a une malédiction dans l'eau. En fait, je ne sais pas. Bref, sinon, l'actualité, eh bien, on parlera de la fameuse plateforme de proposition des élus. Ils l'ont présentée hier au cours d'une conférence de presse. Qu'est-ce que ça peut changer? Eh bien, c'est la question qui se pose et que tout le monde se pose aujourd'hui. Le MEDEF était en conférence de presse aussi tout à l'heure. On en parlera avec Charlie Dagonia qui était sur place et puis on venira faire un petit tour du côté du coworking de Rêve en Moins et c'est Olivier Félix. Voilà, vous savez tout, restez avec nous, nous sommes avec vous. Je l'ai dit jusqu'à 14h, on vous salue, bon appétit puisque il est 12h37, je crois manger déjà. Nous pouvons manger, mais nous et les autres. Alors, Mme Sérival, merci d'être avec nous puisque 2 ans après le lancement par le BPI du programme entrepreneuriat pour tous, le BGE, Guadeloupe et des îles du Nord fait partie des récents lauréats sélectionnés pour déployer des accélérateurs, tous gagnants, en destination d'entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de Cap Excellence. Alors, première question, qu'est-ce que c'est un accélérateur? Je sais ça pour la voiture, je sais à quoi ça sert, mais dans l'entrepreneuriat. Merci. Bonjour à tous. Comme son nom l'indique, un accélérateur, ça sert à aller plus vite. Oui. Sans pour autant brûler le feu rouge, par contre. Ah, quand même. Ah bah oui, parce que si on brûle le feu rouge, on rate toutes les étapes et on se casse la figure, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Voilà. Alors, pour les entreprises, vous êtes en train de travailler pour essayer de les booster, en fait, c'est ça? Alors, la BGE Guadeloupe et du Nord qui existe sur le territoire depuis plus de 20 ans maintenant, fait partie d'un réseau national, le réseau des BGE, dont le métier est la création et le développement des entreprises. Oui. Et effectivement, nous développons différentes offres de services qui nous permettent de proposer d'un côté à des porteurs de projets, d'activités, mais également à des chefs d'entreprise de se former à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc nous avons un chef d'entreprise qui est déjà dans son entreprise, on peut le former encore. Exactement. Pourquoi il est mal formé? Je ne dirais pas qu'il est mal formé, mais il a toujours à apprendre. Oui. Parce que bien souvent, beaucoup de personnes créent une entreprise sans s'être fait accompagner auparavant. Oui. Et notamment dans les TPE, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des TPE sont formées, sont créées, par des personnes qui veulent s'insérer tout simplement sur le marché du travail et n'arrivant pas à le faire via l'emploi, via la formation, elles mettent leurs compétences au sein d'une structure qu'elles créent et donc elles créent leur propre emploi. Sans avoir l'environnement administratif et tout. Exactement. Donc, créer une structure, c'est pas faire un coup, allez hop, terminé, ça s'arrête là. Non, il faut pouvoir pérenniser cette affaire. Et donc, pour ça, il faut se former. Et on se forme en amont pour passer de l'idée au projet, mais on se forme également après création, notamment dans la première année de création, si je puis dire, la première année de mise en œuvre du projet, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de tableaux de bord qui vont nous permettre de gérer notre entreprise. Voilà. Alors, l'entrepreneur qui nous regarde en ce moment, petite TPE, vous lui dites quoi? De venir s'inscrire pour suivre cette formation pendant un certain temps, c'est ça? Oui, par exemple. Alors, les entrepreneurs, si on prend le cas
de l'offre de services que vous avez citée tout à l'heure, parce que nous en avons toute une palette, hein, mais si on s'arrête sur cette offre de services-là, qui sont donc les accélérateurs tous gagnants, on a 2 publics qui sont éligibles à ces accélérateurs. Un public porteur de projet, Oui. voilà, qui est issu des quartiers prioritaires du territoire de Cap Excellence, Alors, et parallèlement des entrepreneurs. C'est quoi ces quartiers prioritaires? Eh ben, ce sont les quartiers sur le territoire des Abîmes et Grand Camp. Et Grand Camp, pardon. Voilà, et Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, oui. J'allais dire parce qu'il y a Grand Camp, justement. Ben, ce sont toutes les zones, Grand Camp, Rézé, Chemin Neuf, la sortie sud-est, Laurier, la cour Tout est prioritaire, Chardot, alors, pardon. Non, pas du tout. Tout le territoire des Abîmes n'est pas en quartier prioritaire. Il y a 7 quartiers prioritaires sur le territoire de Cap Excellence, hein, qui sont répartis entre Abîmes et Pointe-à-Pitre. Ce sont des territoires qui ont un peu plus de retard que les autres quartiers. Au niveau du développement, Au niveau du développement, au économique. niveau des infrastructures, au niveau social, au niveau culturel, au niveau de formation, voilà. Donc ce sont des programmes, la politique de la ville, c'est pas propre à la Guadeloupe, hein, ce sont des dispositifs nationaux, et qui permettent d'accompagner ces populations justement. Donc je vous ai dit, une population porteur de projet, et vous m'avez demandé pour les TPE, oui, effectivement. Les TPE qui sont installées donc, sur ces quartiers-là peuvent bénéficier également, si elles sont âgées entre 0 et 24 mois, parce que c'est le moment où c'est crucial. Au-delà, on ne peut pas. En tout cas, pas dans ce programme-là. D'accord. On peut, mais dans d'autres programmes que gère donc la BGE Guadeloupe. Mais alors, sur le plan concret, parce que les gens qui entendent, bon, tous accélérateur émergence, accélérateur création. Alors, on prend le cas d'un chef d'entreprise qui a une entreprise qui vient d'être montée il y a moins de 6 mois. Oui. Alors, ce chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il s'adresse à vous ou à Cap Excellence? Non, il s'adresse à nous. Il peut s'adresser à Cap Excellence, mais on va le réorienter vers nous. Donc, il s'adresse à nous. Nos bureaux sont installés tant aux Abîmes qu'à Pointe-à-Pitre. Donc, s'il vient à notre siège social, ce sera au bourg des Abîmes. Et autrement, on est implanté en plein cœur des Lauriers. Donc, il peut... Et il s'inscrit. Voilà. Et il peut le faire également en ligne, oui. Exactement, sur le site internet je-teste-mon-entreprise.com. Alors en fait, il faut savoir que ce programme-là, nous l'avons conçu avec plusieurs partenaires. L'Union des couveuses, qui est située donc à Paris et qui a donc différents représentants de couveuses et CAE donc sur le territoire, et avec qui nous avons construit ces parcours qui sont destinés à ces personnes. Et ça dure combien de temps? Alors, pour les entrepreneurs, la formation va durer 12 mois, mais ils ne seront pas avec nous physiquement pendant 12 mois. Hein. On les verra une semaine par mois. Ah bon, c'est pas comme à l'école quand même, non? Non, surtout pas. Surtout pas comme à l'école. On n'est pas là pour reprendre à plus B. Non, c'est bien plus dynamique que cela. Ce sont des masterclass qui sont proposés donc, à ces publics. Non, on n'est pas sur le chemin de l'école, on est vraiment dans le pratico-pratique. On va s'attacher à diagnostiquer l'entreprise déjà, pour comprendre ce qu'il faut faire, hein, là où ça blesse, là où sont ses forces, ses faiblesses. Et par la suite, donc, proposer ce programme de formation. Comme je vous ai dit, pendant une semaine par mois, ils sont avec nous. Tandis que les porteurs de projet, ils sont avec nous 6 mois. Ils sont avec nous 6 mois. C'est 6 mois. Exactement. Ils sont avec nous 6 mois. Tous les jours, il y a un programme qui est défini. Et ils pourront, à l'issue de la première phase de formation, qui dure 77 heures, ils pourront tester leur activité. Oui. Au sein donc des coopératives d'activité et d'emploi qui sont donc nos partenaires dans ces accélérateurs. D'accord. Ça veut dire que pendant la phase de 6 mois, je passe de l'idée au projet et je vais tester grandeur nature pour vérifier que ce à quoi j'avais pensé, c'était bien ça et que ça correspond au marché et qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. Voilà. D'accord. Je pose quand même la question. Ouais. Dans ces cas-là, il y a des aides prévues pour ces entrepreneurs, éventuellement, s'ils ont quelques difficultés? Quand ils rentrent, quand c'est un demandeur d'emploi, par exemple, qui est indemnisé par le Pôle emploi et qu'il rentre au sein de l'accélérateur, il garde ses droits. Hein. Il ne perd rien du tout.
Et d'autant que quand il passe en phase de test au sein de la coopérative, il va signer un contrat, un CAP, qui lui permet de maintenir ses droits, justement. Voilà. En fait, si je comprends bien, l'objectif, c'est quand même d'aider les entreprises à émerger et à bien se comporter, je veux dire, sur le marché, etc. Exact. Et qu'elles soient plus fortes. Qu'elles soient plus fortes et qu'elles participent donc au développement économique de ce territoire et plus largement de la Guadeloupe. C'est pas la première session. Alors, sur ce dispositif, oui, c'est un nouveau dispositif alors, qui existait déjà à titre expérimental en métropole depuis 2 ans. Et puis là, la BPI a décidé de l'essaimer sur l'ensemble des territoires. Et en l'occurrence, là, les accélérateurs tous gagnants, comme je vous l'ai dit, nous nous sommes associés à plusieurs partenaires, notamment avec l'Union des couveuses, et nous développons donc ce concept sur plusieurs territoires des DOM et de Corse, donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et en Corse. Pas à La Réunion? Non, pas à La Réunion. Ils n'en ont pas besoin. Je ne sais pas s'ils n'en ont pas besoin, mais en tout cas... Ils ne sont pas dans le programme. Voilà, exactement. D'accord. Bon, alors, il y a un top départ ou bien on peut s'inscrire à n'importe quel moment? Il y a une deadline? Non, il y a un top départ. Oui. Il y a un top départ et vous faites bien de poser la question parce que nous sommes en pleine phase de recrutement et la date limite là est fixée au 24 février pour la première session. C'est tout chaud là. Oui, mais on a ouvert les candidatures depuis un moment. Hein. D'accord. Et voilà. Et 24 février pour les porteurs de projets. Également pour les entrepreneurs. Et le démarrage effectif même de la formation, ce sera donc au mois de mars. Voilà, et au mois d'avril pour les entrepreneurs. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Booster votre entreprise, accélérateur, tous gagnants. Quand même un petit mot comme ça, tous gagnants, c'est pour appâter le client? Mais non, c'est parce que nous qui gagnons. Nous qui gagnons. Mais non, je vous demande. Oui. Ils sont tous vraiment gagnants? On fera en sorte qu'ils soient tous gagnants. D'accord. Bon, si vous le dites, donc les chefs d'entreprise, des TPE, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de passer des périodes assez difficiles en ce moment. Exactement. Et qui ont besoin de rebooster. On prend contact avec Mme Sérival au 48 0070. C'est un fixe? 05 90 48 0070. Ou à Mme Goyam, c'est ça, et il y a donc le site je teste mon entreprise, un seul mot, oui, .com. Tout collé. Je teste collé. Mon entreprise.com et là ils pourront télécharger les dossiers de candidature. Bon. Voilà. Mais écoutez, ou encore sur le site de la BGE Guadeloupe. Sur le site de la BGE. Voilà. Oui. BGE.fr, c'est ça? BGE Guadeloupe, _, île du Nord. Oui. .com. Voilà. Ah, c'est pas .fr. Non, bien. .com. Ben, écoutez, on vous remercie pour ces informations. Les chefs d'entreprise, vous avez entendu, ils tentent de comprendre. Portez manœuvre si vous avez besoin d'un petit coup de boost. Surtout, il faut bien préciser, entreprises qui n'ont pas plus de 24 mois. Hein. Exactement. Oui. Pas plus de 24 mois. Alors, 2 catégories, les 24 mois et les porteurs de projets. Les porteurs de projets, qui ont une idée, qui ont une envie, ou rien du tout. Ou rien du tout? Ils n'ont ni envie ni idée précise, mais ils veulent justement créer. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Vous aidez même les gens qui... On fait remonter leurs compétences. Tout le monde a une compétence et peut la mettre en œuvre à travers une entreprise. D'accord. Je n'avais pas noté ça. Bon, on a bien pris mot. Voilà, il est 12h49. On revient à l'actualité avec un petit peu de gros cas très rapidement, puisqu'il y avait une journée, la Coup Santé aujourd'hui. En général, on parle de ça en début de journée. Alors, la Coup Santé, c'est pratiquement un village qui s'est formé du côté du CHU avec des soignants suspendus, parce qu'il y en a beaucoup. On nous a dit qu'il y a peu de 200 soignants suspendus, peut-être même un peu plus. Et ils se sont réunis et ils ont créé un village où on voit des médecins, des dentistes, des kinés, des infirmiers libéraux, enfin bref, tous ces gens qui ne peuvent plus professer, qui ne peuvent plus travailler et qui ne gagnent pas d'argent non plus. Et ils ont quand même le courage de faire un petit village. Et depuis ce matin, il y a une petite animation qui se fait de façon assez bon enfant. Il y a des gens qui sont là-bas. On a enregistré une toute petite vidéo, juste pour vous donner une idée. C'est toute la journée, depuis ce matin à 8h, je crois jusqu'à 18h, ou peut-être même 20h, qui est né sur mon petit coup de tambour plus tard, mais il y en avait un ce matin. On regarde.
Voilà, c'est près du CHU. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce qui se passe en ce moment. Et ça continue jusqu'à 20h aux environs. Et ça a commencé ce matin. Il y a toutes sortes de spécialistes de la santé, des gens qui ne travaillent pas, mais qui ont tenu quand même à être présents. Et puis, c'est un moyen aussi pour bailler anti-fausse. Donc, si vous passez par là, lâchez un petit putain, je suis bien content. 2h51, on prend la première pause. Et tout à l'heure, on va recevoir Mme Maritza Bernier dans un instant. Voilà, il est 12h59, va être 13h, retour sur le plateau. Et on est content de recevoir et de revoir Maritza. Bonjour Maritza. Bonsoir Danick, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. On a l'impression qu'on revient à 3 ans en arrière. Je vois que je vous ai manqué, Danick. Ah, mais Maritza, tu nous manques tout le temps. Je vais vous faire une confidence, ce plateau m'a manqué aussi. Bon, d'accord. Alors, on va tout faire pour te faire revenir. On couvre ça. Les téléspectateurs, vous avez entendu, aujourd'hui, elle a dit que ça lui manque. Donc, on va s'organiser. On revient vers toi dans un instant. On part vers la conférence de presse qui s'est tenue hier des élus, puisqu'ils ont créé une sorte de collectif. Ils ont présenté une plateforme aussi, puisque c'est ça qui est en mode Groenland, une plateforme de proposition pour les élus. Charlie Dagonia était à la résidence hier. On regarde un peu ce qui a été dit et on essaie de comprendre ce qui va se passer dans les jours qui viennent, les jours et semaines, parce que je rappelle que nous sommes en élection présidentielle. Alors, si vous ne le savez pas, M. Chalus a parrainé Macron et M. Bruno Magras a parrainé Zemmour. Ça ne fait que commencer. Bon, Anne Hidalgo a déjà été parrainé par Bernard et par aussi le maire de Basse-Terre, M. André Atala. C'est jusqu'au 4 mars. Et là, on va avoir le résumé, on saura qui soutient qui. Je n'ai pas envie de demander à Maritza qui elle soutient, mais on le saura de manière ce sera écrit sur le document du Conseil constitutionnel, c'est transparent. Alors, tout de suite, plateforme pour proposition des élus, on regarde un peu ce que ça donne. L'objectif de cette plateforme, en réalité, vise à déterminer les priorités par rapport notamment à des opérations, des actions qui ont été envisagées au travers du plan de relance, au travers du contrat de convergence, pour être au plus proche des problèmes qui ont été posés au moment de la crise sociale. Je veux parler notamment du dossier de l'eau, même s'il avait été largement évoqué. Il fallait qu'à un moment donné, nous puissions avoir l'engagement de l'État sur ce dossier, en particulier au niveau de sa participation au coût de fonctionnement du nouveau syndicat mixte de gestion et d'alimentation des eaux de la Guadeloupe. Il y a un pourcentage qui sera réalisé par le département et la région, de même que les autres collectivités et bien sûr l'État. Et lorsqu'on sait le niveau d'engagement de l'État qui doit se faire concernant l'eau, cela correspondrait pratiquement entre 120 à 150 millions sur les mesures propres telles que l'amélioration de l'habitat, le GPEC et les autres dispositifs. Mais je tiens vraiment à ce qu'on ne puisse pas considérer que nous demandons 1 million d'euros, c'est le coût du dispositif. Donc ces dispositifs, la région va en ajouter d'autres, va développer ce qu'elle a déjà mis en place, mais si l'État vient accompagner, vous verrez qu'au bout du compte, au lieu de toucher 500 entreprises, nous pouvons en toucher 1000 et ce sera bénéfique pour soutenir l'économie de la Guadeloupe. Donc, au travers de cette plateforme, en réalité, il s'agit d'accélérer pour que des mesures dont les effets pourraient se sentir dans les 4-5 ans puissent avoir les effets plus rapidement, c'est-à-dire dans moins de 2 ans. L'intérêt général du pays prime. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a fait un bon dossier, et j'ai eu à le dire. Moi, j'étais assez fier de la prestation faite par nos 3 élus qui ont rapporté devant le président de la République. Et chacun a tenu ses engagements. Donc, en fait, nous avions convenu que lors de ma rencontre avec le président, que je puisse remettre ce document. Et conformément à l'engagement du président, il y aura dans les semaines à venir une réunion avec chaque département d'outre-mer, en l'occurrence avec la Guadeloupe, sur les éléments contenus dans la plateforme. Alors, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. On attend voir, puisque nous avons une période électorale, tout est permis, on peut rêver avec plateforme, 450 millions, etc., etc. C'est à suivre dans les semaines et mois qui viennent, et surtout après les élections présidentielles françaises. Voilà. Alors, on revient, on salue Madame, comment elle s'appelle cette dame ? Madame Faye. Bonsoir. Bonjour Madame Faye. Bonjour Danick. Et bonjour aux téléspectateurs, bonjour Maritza. Vous êtes venue parler de cette obligation vaccinale, mais plus singulièrement par suite de l'intervention de M. Cotellon,
La semaine dernière sur RCI. C'était dimanche dernier. C'était dimanche sur RCI. Il a répondu à nos questions et vous avez trouvé des choses à redire. On va y revenir dans un instant. On va partir vers DE, puisqu'on a devant nous Maître Bernier, Marie-Lisa Bernier, avocate de son État, mais pas que, puisqu'elle est aussi adjointe au maire de DE, chargée des commissions affaires juridiques et animation du territoire. Alors, en matière d'animation, Marie-Lisa, qu'est-ce qui se passe à DE? Alors, il se dit, Danick, que demain se tiendra un grand marché à DE. En réalité, c'est un marché qui existe, Danick, depuis près de 2 ans, qui a été fortement impacté par la pandémie. Je ne suis pas venue seule, je vous ai ramené des images. Oui, je vois. Et lorsque je suis arrivée à l'animation, j'ai eu une feuille de route. L'idée, c'était de redynamiser ce marché et surtout qu'il soit à l'image de la commune, c'est-à-dire un marché authentique. Et c'est pour ça qu'on y retrouve les fondamentaux du marché créole, la marchande d'épices, les fruits et légumes, les plantes médicinales, et aussi un marché tourné vers l'extérieur. Et c'est pour cela que nous avons, par exemple, demain, de la pâtisserie américaine. Ah bon? Voilà. La pâtisserie américaine? C'est ça. C'est Mais quoi, la Danick, pâtisserie américaine? on me dit que ça fait un moment que vous n'êtes pas parti en vacances. C'est vrai, c'est bien. Quelle serait votre destination préférée, idéale, Aujourd'hui, aujourd'hui? d'abord dans la Caraïbe, et puis j'ai envie d'aller du côté. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai vu un petit peu de l'Afrique, je vais aller plutôt vers l'Asie, l'Inde, etc. Alors, on va voir les choses en grand. Demain, on va vous faire voyager à DE. Ah bon? Nous irons, Danick, Marisa, arrête de faire le bon. nous Ouais. irons à l'île Maurice. Carrément. Nous aurons de la cuisine mauricienne et puis on va Aussi. faire escale. Je sais que vous aimez la Martinique. On va faire escale en Martinique. Aussi. Nous aurons du pain au beurre, du chocolat martiniquais. Et puis on va retourner chez nous. Ah, quand et même, on va quand même. manger des beignets de carnaval. Oui. Voilà. Alors si vous êtes à table, bon appétit. Tout à fait. Alors ça commence à quelle heure demain? Alors ça commence à 7h, c'est de 7h à 14h. Oui. Ça sera une édition caliente sur le thème du carnaval. Et les visiteurs jouent le jeu. On vous invite derrière vos écrans à venir déguiser parce que en fait ça donne du baume au cœur. Et puis nous aurons tout ce qui se fait de mieux en matière d'artisanat en Guadeloupe, 150 stands. Voilà, on aura le fournil bio avec des pains au levain. Nous aurons aussi, je vous ai dit, pâtisserie américaine. On aura l'amour du goût avec ses fondants au chocolat, fondants me faites rêver, salés, Marie-Lisa. boudin de poyo, boudin de fruits à pain, frites de poyo. Voilà tout ce qu'il y aura. Et puis, vous pourrez, mesdames, vous faire tatouer au henné. On aura tout ça. Et puis souvent, on a chez soi des bijoux de famille qui sont cassés, on ne sait qu'en faire. On Oui. aura un joaillier, un orfèvre Oui. qui sera là. Il est horloger aussi, Et qui si vous répare. avez et qui répare. Ah voilà, bon? on est très content de l'avoir parce qu'ils ne sont pas nombreux en Guadeloupe. Oui. Nous aurons aussi de la réflexologie plantaire pour vous ça. faire du bien, Oui, ça, c'est en commençant important. par les pieds. Et puis, alors, tout ce qui se fait, Fantasque Création. Vous connaissez cette boutique? Non. Elle est sur les réseaux. Oui. D'accord. Voilà, nous aurons un stand dédié aux fruits à pain. Chips de fruits à pain, confiture de fruits à pain, ponche de fruits à pain. C'est gagné, je On- viens. on se voit demain, Danick. Oui, c'est gagné, je viens demain. Et je vais voir ça. Il y a longtemps que je ne suis pas passé à DE. Et je ne serai pas trop loin, donc je vais profiter. C'est ça, c'est jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h, qui est passé. On pourra manger sur place. On peut manger. Oui, il y aura des smoothies avec des fruits frais. Vous savez ce que c'est le sucre à limbé, Danick? Non, alors explique. Alors, j'explique. Le sucre à limbé, c'est comme, on va dire, peut-être du sucre à coco, mais à base de tamarin. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est d'accord. délicieux et il n'y a pas besoin d'être en limbé pour le manger. Je sais que vous ne l'êtes pas, Danick. Je sais que vous ne l'êtes pas du tout, vous. Oui, d'accord. Donc voilà. Et il y aura des popotes à fouilles à pain. Vous connaissez ça? Oui, ça, je connais quand même, pour ta fille. Mais bon, mais attends. Voilà. Il faut que je vienne avec un caddie, pratiquement. Oui, il faut venir avec son cabas et Oui. puis surtout, je vous invite à venir nombreux parce qu'on est très fiers de ce marché parce que c'est le dernier espace de convivialité qu'on puisse Il se avoir passe où, en fait? sur l'esplanade des fêtes à DE, juste D'accord. après la mairie. D'accord. Un marché qui est en collaboration avec l'UDECAG, en fait. On sait quel rôle il joue en Guadeloupe et aussi dans le respect des gestes barrières, le port du masque. D'accord. Il y aura du gel hydroalcoolique sur tous les stands. Donc on vous attend nombreux Je fais voilà, confiance, je fais pour confiance. cette parenthèse enchantée. Bon, c'est prêt. On viendra et je reviens. Et je vous lance un défi. Quand est-ce qu'on reçoit le ZCL sur le marché de DE? On fait un live. Si le marché DE nous invite, nous revenons. Mais c'est fait. C'est fait? Je suis en train de le faire là. Bon, c'est fait. Alors moi, je réitère mon invitation aussi. Marie-Lisa qui a été notre chroniqueuse pendant quelques années.
on va trouver une place pour... on fera ça. Allez, Bon. 2022, bonne résolution, je reviens. Il partit. Merci en tout cas, Marie-Thérèse, d'être venue en direct nous dire tout ça. 13h08, on passe tout de suite à la chronique de Madame Isabelle Faye, qui a trouvé des failles dans le discours de Monsieur Cotellon dimanche dernier. Et donc, on va y aller. C'est parti pour le générique. C'est quoi cette affaire? Voilà, c'est parti. Alors, bonjour Isabelle. Oui, bonjour David. Merci d'être venu. Alors, dimanche dernier, Gérard Cotellon était l'invité de RCI dans l'émission C'est-à-dire. C'est une émission qui se fait tous les dimanches sur cette radio, où je suis régulièrement invité avec Rod, Jean-Claude Rod, mon confrère. Et c'est une émission qui est animée par notre ami Ronnie Béral. Et donc, il avait pris l'initiative d'inviter Gérard Cotellon, qui est directeur du CHU. Et donc, comme vous êtes sur l'obligation vaccinale depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, Oui. en train de décrypter ce qui se passe autour de cette loi, vous avez entendu des choses qui vous ont un petit peu surpris. Alors, point 1, M. Cotellon précise que pour entrevoir un dialogue avec les syndicats, il faut adopter leur vérité. Réponse. Oui, en fait, heureusement qu'ils reconnaissent cela, puisque finalement, cette crise sociale ne peut se résoudre que dans le cadre de l'instauration d'un dialogue. Oui. Un dialogue entre l'ensemble des protagonistes. Pour cela, ce sera donc à chacun de faire des concessions. Il est indéniable qu'il faudra rechercher des intérêts communs et des solutions pour éviter cette rupture du dialogue social et éviter ces suspensions. Or, dans les propos de M. Cotellon, il appert que ce dernier se place ostentatoirement comme celui qui détient la vérité. Il faut rappeler que les syndicats ont un certain nombre de revendications qui sont connues, au rang desquelles se trouvent celles qui considèrent, selon lesquelles ils considèrent qu'il faut que ces salariés soient réintégrés, qu'on arrête la suspension de ces contrats et surtout qu'on arrête la suspension de la rémunération des salariés. Donc la question qu'il faut légitimement se poser, c'est celle de savoir s'il y a la possibilité au moins de trouver un compromis pour éviter de mettre ces salariés en difficulté. Monsieur Cotellon devra prendre en compte la précarité dans laquelle vivent ces salariés. Il leur est imposé aujourd'hui une suspension de leur rémunération. Ce sont des pères et des mères de famille qui se retrouvent aujourd'hui au banc de la société. On a le CHU de la Martinique où il y a des soignants qui sont certes suspendus, mais qui eux, ont la rémunération, perçoivent leur rémunération. Pareil, au niveau des pompiers, on a considéré que les suspensions devaient s'arrêter, toujours à l'hôpital au CHU de Martinique. Pareil, dans un hôpital, même si c'est à l'étranger, en Belgique. Donc, face à tous ces constats, lorsqu'on se tourne vers la situation de la Guadeloupe, c'est à juste titre que les représentants syndicaux considèrent que M. Cotellon ne recherche pas de solution idoine en interne pour éviter d'appliquer ces suspensions. C'est ça la difficulté. Moi, j'ai rien contre M. Cotellon. Personnellement, je n'ai rien contre M. Cotellon. Simplement, il faut regarder les choses de manière objective. On ne peut pas continuer à appliquer des suspensions alors qu'ailleurs, les choses se passent autrement. Et que le dialogue social est certes rompu, mais il n'est pas l'initiative exclusive. Enfin, cette rupture n'est pas l'initiative exclusive des syndicats. Il faut que chacun prenne la part de responsabilité qui lui revient dans ces dossiers. D'accord. Alors, M. Cotellon indique qu'il ne fait qu'appliquer la loi de la République française. Oui, et je salue ici la pédagogie de ce directeur d'établissement. Et c'est tout à son honneur d'avoir appliqué, comme il a dit, stricto sensu, la loi qui a été finalement validée par le Conseil constitutionnel. Donc la question liée à l'entrée en vigueur de la loi ne nous pose pas de problème en soi, puisqu'effectivement le Conseil constitutionnel a validé. Donc M. Cotellon ne fait qu'appliquer la loi. Il a raison. Mais toujours est-il que cette loi a fini de démontrer ses limites. Et on ne va pas revenir dessus, mais c'est une loi qui démontre au quotidien qu'il y a des limites, il y a des difficultés. Pourquoi est-ce qu'à l'hôpital de Belfort, alors que la direction était prête à mettre en demeure des salariés, mettre en demeure des salariés et de les licencier, ils ont décidé d'arrêter cette procédure parce qu'ils ont compris qu'ils pesaient sur eux le risque de se faire et de se voir condamnés. Donc,
ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut que les employeurs comprennent qu'une fois qu'ils ont appliqué la loi, la question qu'ils ont à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Parce que la loi ne répond pas à cette question. La loi ne précise pas ce que l'employeur fait une fois qu'il a appliqué la loi. Donc le mécanisme de suspension n'est pas achevé. Le mécanisme de suspension n'est pas achevé. La loi ne précise pas, ne dit pas à l'employeur, et je comprends l'employeur aujourd'hui, lui-même il est en difficulté, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Mais puisqu'il ne sait pas, puisque la loi ne lui donne pas la réponse, la loi ne précise pas ce qu'il doit faire. Il y en a qui ont le courage de se dire, écoutez, la loi étant arrivée finalement à ses limites, les limites sont bien constituées, on va trouver des solutions qui permettent justement d'éviter que ces suspensions continuent à s'appliquer. Alors, Monsieur Cotellon va peut-être nous dire ici que la limite, il y a une limite. Il va nous dire que la loi précise que le salarié est suspendu tant qu'il ne présente pas le justificatif. Les justificatifs requis. Sauf que cet argument ne tient pas la route. Pourquoi ? En effet, la loi du 5 août 2021 crée une situation particulière qui repose sur le fait que les salariés refusent depuis le 15 septembre pour la plupart d'entre eux de présenter un justificatif. Depuis le 15 novembre 2021, ces mêmes salariés ont été suspendus. Donc la suspension a été prononcée, la suspension de leur contrat de travail. Mais le contrat de travail n'est pas pour autant rompu. Donc la suspension continue à s'exécuter sans que l'on puisse déterminer approximativement ou alors en tout cas de manière définitive à quel moment ces suspensions prendront fin. Donc la question liée à la durée de ces suspensions n'est pas résolue par la loi du 5 août 2021. Sauf que lorsqu'on se tourne et que lorsqu'on regarde les textes en vigueur, les suspensions de contrat de travail doivent être temporaires. Donc limitées. Il doit y avoir une circonstance particulière, un événement qui permet de limiter ces suspensions dans le temps. Donc oui, il nous dit que les suspensions sont limitées et que la seule possibilité pour les salariés, c'est de présenter un justificatif. Ils ne l'ont pas fait. Mais la loi continue à produire des effets. Donc il y a là également une autre difficulté. Alors, il y a un auditeur lors de cette émission sur RCI qui est intervenu sur le fait qu'il y ait des personnels qui ne soient pas en contact direct avec des personnes vulnérables. C'est-à-dire que quand on prend par exemple une secrétaire ou je sais pas moi, un plombier, enfin, qui travaille au CHU, qui n'a pas le contact réel, physique, présentiel avec les salariés, avec les soignés, et il est pourtant suspendu. C'est aussi l'erreur. Et en fait, non, parce qu'il disait, si mes souvenirs sont bons, il disait, lorsque justement ce téléspectateur l'auditeur lui a posé cette question, il disait que de toutes les manières, il y a de nombreuses décisions qui avaient été rejetées par les tribunaux administratifs. Rappelons quand même à M. Cotellon qu'il y a pas mal de décisions aujourd'hui qui ont été dans le sens d'invalider les suspensions, et notamment pour des salariés qui n'étaient pas en contact de personnes dites vulnérables. Donc la jurisprudence, l'état actuel de la jurisprudence permet aujourd'hui d'affirmer que l'employeur a tout intérêt à analyser la situation de chaque salarié au cas par cas. Oui. On ne peut pas appliquer une suspension à des salariés, ça le juge administratif l'a dit. On ne peut pas appliquer une suspension à des salariés qui ne sont pas en contact de personnes dites vulnérables. Donc pour chaque situation, il y a, disons, il faudra appliquer la loi différemment. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même situation, appliquer des suspensions sans avoir... Et ça, c'est encore un manque de dialogue, un manque de concertation avec les syndicats, avec les personnes suspendues, essayer de trouver des solutions qui me paraissent, en tout cas... permettre l'instauration de ce dialogue dont je parle depuis le départ. Oui. Et il faut peut-être pour cela que d'autres personnes, enfin peut-être, rentrent dans le dossier et qu'on puisse trouver des solutions. Parce que ces gens-là sont suspendus, ces salariés sont suspendus depuis maintenant plus de 3 mois, sans percevoir de rémunération, sans avoir de salaire. On ne peut pas continuer à... Des emplois secondaires, enfin des ruptures conventionnelles, etc. C'est ce que je dis. J'ai expliqué la dernière fois, il y en a qui veulent finalement se défaire de ce lien contractuel. Mais sauf que le problème qu'on a,
la rupture du contrat à l'initiative du salarié, c'est la démission. Oui. La démission ne permet pas aujourd'hui à un salarié de percevoir des indemnités chômage. Donc, ils ne vont pas prendre le risque de faire une démission alors qu'ils n'auront pas d'assurance au niveau financier de l'autre côté. Donc, sauf qu'aujourd'hui, avec la réforme de Macron de 2017, effectivement, dans certains cas, on peut démissionner et obtenir des indemnités. Mais là, dans ces cas-là, s'ils font la demande de démission, s'ils démissionnent, ils ne percevront pas d'indemnité d'allocation chômage. Oui. Donc, on peut prévoir, pour les salariés qui souhaitent se défaire de ce lien contractuel, des ruptures conventionnelles. Pour éviter que ces suspensions continuent à s'appliquer et qu'ils se retrouvent comme cela sans pouvoir percevoir une rémunération. Alors, il y a quand même une autre question qui reste posée, parce que depuis quelques jours, le gouvernement français laisse entendre que éventuellement, pour le moment, ils ont supprimé les masques, que le pass vaccinal risque d'être supprimé, en France en tout cas. Alors, si c'est le cas, le pass vaccinal supprimé, est-ce que ces suspensions auront toujours effet ou est-ce que les gens seront réintégrés? Est-ce que la loi prévoit ce type de situation? Mais pour le cas des salariés du CHU, ils sont pas les salariés aujourd'hui qui sont concernés par ce pass vaccinal, c'est les salariés qui devaient présenter un test PCR et qui aujourd'hui doivent présenter un schéma vaccinal complet. Donc l'application de la loi du 5 août 2021 ne va pas s'arrêter parce que le pass vaccinal, lui, aura été retiré. Ça n'a rien à voir, c'est deux éléments différents. Donc il faut aujourd'hui que M. Cotellin aussi entende raison et qu'il puisse comprendre que dans le cadre de l'application de cette loi, il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on est dans une situation où chacun reste campé sur ses positions et qu'aucun dialogue ne peut s'instaurer et qu'on ne peut pas prévoir pour ses salariés soit un aménagement des fonctions pour certains, parce que c'est possible aussi. Il y a des salariés qui sont des soignants qui sont aujourd'hui vaccinés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des possibilités de roulement, il y a des possibilités d'éviter des contacts avec les personnes qui sont dites vulnérables, puisque cette loi a été instaurée dans le dessein de protéger les personnes dites vulnérables. Appliquer la suspension, comme il le disait stricto sensu, c'est créer plus de difficultés que de trouver un apaisement. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il y puisse avoir... On peut penser à une médiation, ce aurait été possible, une médiation. Moi, je pense que... Des personnes étrangères, à la fois au syndicat et à la direction, à la gouvernance du CHU, pourraient servir de médiateur dans ce type de conflit, non? Écoutez, moi, je pense que oui, on devrait y réfléchir. Parce que chacune des parties est quand même campe sur ses positions. Il faut qu'on puisse trouver, comme je le disais, un terrain d'entente et surtout que chacun puisse faire des concessions. Mais la suspension de la rémunération reste le problème fondamental dans ce dossier. Pas la suspension des fonctions, mais la suspension de la rémunération. Comment est-ce que vous voulez que vous, moi, n'importe qui, on puisse vivre sans revenu? Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on résoudre ce problème. C'est un problème qui est encore présent, qu'on n'a pas pu résoudre, donc il faut qu'on y réfléchisse. Bien, un dernier mot peut-être, non, ça va? On a tout dit? On a tout dit et je pense qu'il devrait aujourd'hui avoir cette possibilité de réfléchir à une solution pour l'ensemble de ces personnes suspendues. Merci. Ça a trop duré. Merci Isabelle. 13h22, conférence de presse du MEDEF, c'était ce matin, il y a quelques heures, à 10h, il y avait une conférence de presse. On va y revenir tout de suite avec Charlie Dagonia. En fait, c'est un programme qui est unique et sur mesure, d'une durée maximale de 24 mois. Ce dispositif, en fait, s'appuie sur un tandem. Ce tandem, en fait, est composé d'un coach professionnel, certifié, bénévole de l'association, et d'un parrain ou d'une marraine. Ce parrain et cette marraine peut être un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant d'entreprise, actif ou à la retraite. Lui également bénévole, donc tous deux bénévoles accompagnent individuellement le chef d'entreprise. Et ensuite, il y a une rencontre régulière, collective, dans laquelle l'entrepreneur rencontre d'autres entrepreneurs dans la même situation que lui, et avec des experts pouvant l'aider à rebondir et donc à conduire son nouveau projet professionnel. Alors, en fait, nous accueillons et nous nous occupons des chefs d'entreprise qui ont déposé
leur bilan ou qui ont perdu leur entreprise. Nous ne travaillons pas sur les chefs d'entreprise qui ont des difficultés et qui risquent d'arriver à la fin de leur entreprise. Non, nous travaillons une fois que l'entreprise a disparu. D'accord ? Donc là, nous avons affaire à un public qui, généralement, se retrouve dans une situation très grave pour lui, dont on parle peu, mais qui est très réelle, qui est la perte quasiment de tout. Certes, il y a des chefs d'entreprise qui ont plusieurs entreprises, ils ne seront pas forcément concernés, mais celui qui a créé son entreprise, qui a mis toute sa vie dedans, et qui la perd, et qu'il a toujours l'impression, non seulement que c'est sa faute, qu'il est nul, qu'il n'y arrive pas, ou qu'il ne peut rien faire, et ce genre de situation l'emmène généralement à des états dépressifs. Parfois, ils perdent leur famille en même temps, ils ont perdu tout moyen, et ils se retrouvent une main devant, une main derrière, sans savoir comment réagir, et que devenir, et quoi faire. Voilà. Et c'est là que nous intervenons. Nous essayons de le relancer, de le faire rebondir. Ton échec n'est pas un échec personnel, ça arrive tout le temps. Et ce n'est pas parce que tu as perdu une entreprise que tu ne peux pas en remonter une autre. Le fait est que tu seras encore meilleur chef d'entreprise si tu en as déjà déposé que si tu n'as jamais connu de difficulté. Donc nous les accompagnons pendant au moins 2 ans à recréer un environnement psychologique qui va lui permettre de trouver un projet à faire et de le lancer vers son nouveau projet. 13h25, on dernier tour sur l'actualité avant notre chronique au doigt, toutes choses tout à l'heure à partir de 30. Inauguration, coworking, c'était Rêve en moi, c'est un coworking qui a été lancé et c'est Olivier Félix qui a suivi cette inauguration. On regarde. C'est notre mission, en particulier au niveau de notre SLE. Nous avons beaucoup d'actions philanthropiques et quelque part, nous tenons absolument à ça. La mission locale, c'est un organisme qui travaille très bien, non seulement la mission locale, mais nous occupons beaucoup des handicapés, des jeunes en voie d'insertion, des personnes âgées et tout. Et nous avons un budget affecté à ça spécialement, en particulier, je vous dirais, au niveau de la CEPAC. Le budget est de quand même 500 000 euros pour toute la CEPAC. Et en Guadeloupe, au niveau de notre SLE, nous avons un budget qui est aux environs de 30 000 euros. Donc je demande et je souhaiterais qu'il y ait d'autres initiatives de ce genre. Lorsque j'ai su justement qu'il y avait l'espace de coworking qui allait ouvrir à la mission locale, ça a retenu mon attention parce qu'il y a 2 jours avant, je cherchais justement un espace de coworking pour pouvoir travailler. Donc du coup, c'est une opportunité pour moi en tout cas de pouvoir travailler dans un espace où il y a des personnes qui sont dans la même dynamique, de pouvoir faire de nouvelles rencontres, mais aussi de pouvoir m'appuyer sur l'expérience d'experts ou les conseils d'experts pour pouvoir justement aller plus loin et puis voilà, donc comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Depuis quelque temps, on parle de lieu de vie, on parle de coworking, etc. La différence, c'est que cet espace est dédié uniquement à la jeunesse, aux jeunes qui fréquentent la mission locale, accompagnés des conseillers d'insertion, etc. C'est un peu ça la différence. Aujourd'hui, c'est à la mode que l'on mette en place, que l'on puisse disposer d'un espace pour que les gens puissent se rencontrer dans un moment de convivialité, de détente. Et nous pensons que après avoir subi certaines pressions, etc., on parle de burn-out, on parle de toutes sortes de choses aujourd'hui. Donc il est bien aussi que d'avoir ces sortes de lieux pour qu'on puisse se régénérer, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse souffler en quelque sorte. Et puis à travers tout cela, faire des propositions viables et cohérentes pour assurer tout le monde. Je crois que c'est à travers le dialogue, à travers les échanges que quelquefois que la lumière jaillit. Voilà, il est exactement 13h27. On prend la seconde pause et on se retrouve tout à l'heure avec Jacques Davila et Isma Rouguenet pour dont tout ce on va parler encore des problèmes récurrents de l'eau. La question de l'eau, une question qui est loin d'être résolue puisque l'eau coule sous les ponts mais pas dans les robinets. À tout de suite. 2017. Voilà, il est 13h33. C'est l'heure de retrouver nos amis Jacques et Isma comme chaque vendredi pour la question de l'eau. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire qu'on a
théoriquement une bonne question, une bonne réponse, parce que l'OSBA revient de France, il paraît que les 430 millions sont dans l'air ou dans les tuyaux, ambassadeur. 430 millions. Oui, de l'État, dans l'air ou dans les tuyaux. Bon, ça à suivre. Ils ont présenté une plateforme hier avec une série, on en vient d'entendre Mme Pancha encore en parler, avec une série de mesures pour sortir de la crise. Point d'interrogation. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour à toutes et à tous, et souffrez que je rappelle à tout un chacun, y compris vos propos, que les promesses ne valent que pour ceux qui y croient. D'accord, ok. Bonjour tout le monde. Et encore que je dis, nous ne pouvons pas dire pour le coupé, des conséquences que ça nie. Et ça vraiment ça lamentable. C'est grave. Pourquoi ça pose un problème? Il y a couper de l'eau à madame tout près à coucher couper de l'eau, on va à l'hôpital couper de l'eau. Enfin, et alors, ça qui complique la situation là, parce que nous, la situation là, on a ouvert de l'eau là. Et l'autre jour, on côté, Bogla, il a coupé en première fois, dans le métier, et venu, et madame là, il a fait jardinage. Et il a dit, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait là? Et puis, mais ma parrain m'a dit, Bogla, il a porté plainte, l'agent là. Et l'agent là, porté plainte qu'il a menacé ça, m'a menacé ça. Et bon, attendre, j'ai accompagné madame là, pour regarder ce qui a passé. Et on compte bien. Alors, quand si madame fait le grand cas, il mène aux yeux sable. Et ça qui est grave, parce que nous, au niveau de l'association à l'eau, nous toujours disons, nous pas qu'à essayer d'acheter confrontation et puis les emplois et les travailleurs. À part, normalement, nous, c'est usagers, c'est nous qui payons de l'eau là, travailleurs là, qui vivent. Parce que nous avons payé de l'eau là, est-ce qu'on comprend? Et en même temps, nous brisons un service pour y compétent, etc. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire des babés pio. Mais il ne faut pas y quand même qu'à faire des bitins qui sont tout à fait illégaux. Alors, on dit, allez, moi, vous cassez Madame là, qu'a dit. Parce que le problème là, c'est que si mon cas ou met de l'eau, c'est que vous couper de l'eau. Et encore rappeler quand même que, sinon, historique, que ça ne pas dépendre de nous, sommes qui mondial. L'ONU a pris des décisions et la France, qui peut voter le droit à l'eau, mais j'apprends tout un série de dispositions qui fait qu'en fait, de fait, le droit à l'eau presque en France. D'autant plus qu'en cas de décret, directive cadre à l'eau en 2000, qui dit comme ça que oui, tout citoyen européen doit avoir accès à l'eau dans des conditions économiquement viables. Et la France, 2013, le 15 avril 2013, nouvelle loi Botla, décret d'application le 27 février 2014, qui a dit, oui, mais non seulement qu'il ne faut pas couper de l'eau, mais il ne faut pas diminuer les débits à l'eau là. Ouais. Et comme notamment la SOR qui est en Guadeloupe, et machin, il était attaqué et loi là, ça comme quand il n'est pas constitutionnel parce qu'il a limité les possibilités des champs d'action à eux. Eh bien, le 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel valide la loi là en l'état et les décrets d'application et pas de moyens de loi là. Donc, compte tenu de ça, chaque fois on a coupé de l'eau, il a coupé un acte de délinquance, mais comme ça qu'a fait pratiquement à la délégation de service, parce que c'est GSP SOR qui a fait ça, et on nous dit, ça a posé problème pour nous qui avons des commissions de surveillance, des 10 syndicats là, un équipe président là, moi dis attention, union délégataire, oui, une gestion à l'eau là, mais on a droit de regard, c'est ça qu'a fait. Et si union délégataire, il y a en pleine illégalité, eh bien, il faut nous savoir ce qu'on fait. C'est pourquoi, parce que nous demandons non reconduction à la délégation, parce que nous, plusieurs cas reconduits en fin 2022, 2023, et la majorité, d'autres cas c'est 2 pour 2033, mettons ça, 30 et 32. Donc ça veut dire que question à la délégation des services publics sont questions pour nous toujours contre ça, parce qu'en réalité, tout l'argent là, c'est privé, là, comme montant pêche là, eh bien c'est dans amélioration à service qui a été passé. Et c'est ça, il mettait nous dans babla que nous y avons là, le fait que le général des eaux tient une gestion obscure, rempli à toute Monica, les actionnaires, mais il n'y a rien pas retourné pour les usagers. Alors voilà, nous devons poser un problème parce que ça a posé un problème grave. Ça peut déraper, parce que beaucoup de gens menacés, ils ne sont pas menacés, mais ça peut arriver aussi que ça dérape et on blessé. Alors c'est quoi un signaler préfet là ça, un signaler président là, on dit fais attention, fais ça, il faut pour arrêter ça. Je conforte ce que vient de dire Ismar, car il faut que les agents, qu'ils soient titulaires ou non, qu'ils soient agents contractuels de droit public ou de droit privé ou employés d'entreprises sous-traitantes, ils deviennent complices actifs ou passifs en faisant ce genre d'action, d'autant
que depuis la mission parlementaire, les associations d'usagers les plus dynamiques, les plus performantes se sont déjà concertées pour porter de plus en plus plainte et nous allons porter plainte. En ce qui me concerne, pour ma part personnelle, j'ai déjà dégagé auprès de l'État toute responsabilité sur tous les comportements non citoyens qui vont arriver à n'importe quel fermeur de comptable. Vous n'avez pas le droit de fermer le compteur des gens. Et quand quelques poignées vont sauter ou quelque chose va arriver, chacun reconnaîtra les siens parce que s'il y a des avocats pour eux, pour couvrir leurs mensonges, pour les défendre, il y aura aussi des avocats pour nous défendre. Nous avons l'habitude de gagner nos procès en appel en Conseil d'État. Donc, et nous serons intéressés parce que désormais, nous allons aller au pénal aussi et poursuivre sans état d'âme, car nul à la Guadeloupe n'est au-dessus du droit commun. Madame Michaud-Chevry, paix à son âme, elle n'a pas subi les arcades de la deuxième salve de justice parce qu'elle est décédée avant. Mais la première, tout le monde a vu. Monsieur Hernandez a subi les foudres de la loi. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas passés. Il y en a qui, dans moins d'un mois et demi, subiront les arcades de la justice. Je ne suis pas juge, je n'ai pas à me prononcer par anticipation. D'ores et déjà, nul ne peut ignorer que des gens qui se sont mis dans des démarches non citoyennes sont poursuivis devant les tribunaux. Donc, il est anormal que les auteurs-acteurs qui n'ont jamais été sanctionnés à ce jour ne le soient pas. Et nous allons poursuivre aussi tous les agents, sans exception, qu'ils soient publics ou non, car il y a eu des quotités insaisissables qui ont été saisies. On n'a pas le droit de ne pas appliquer le droit dont on a la charge. Et quotités insaisissables, vous n'avez pas le droit de saisir, par exemple, le remboursement des frais médicaux. Vous n'avez pas le droit de saisir l'allocation d'un handicapé. Et ces choses comme ça se sont faites avec la bienveillance et complicité passive. Car, mes chers compatriotes, si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que les gens n'ont jamais appliqué sérieusement les avis de la Chambre régionale des comptes ou de la Cour régionale des comptes, n'ont pas appliqué les avis des rapports d'activité du délégataire, ne les ont pas... Quand vous avez une délégation de service public ou même un service intégré, vous avez l'obligation d'avoir un rapport annuel que vous devez analyser, commenter, donner vos directives. C'est vous qui payez. Nous sommes fatigués, nous ne sommes pas des cochons de payeurs, on est des vaches à lait. Il est certain que nous avons une démocratie représentative car nous l'avons choisie, alors nous devons la contrôler. D'ores et déjà, nous appelons pour la énième fois à rejoindre de plus en plus les associations pour que celles-ci se redynamisent et soient fortes et en concertation pour que nous allons faire le ménage, parce que nous avons une structure unique que nous avons souhaitée. Il faut que nous fassions le ménage avec elle pour qu'elle respecte le droit qui est opposable au tiers à tous, sans exception. Nul n'est au-delà ni en deçà du droit. Alors, on m'a signalé là que certains contribuables, certaines personnes, certaines familles reçoivent des ordres maintenant de la direction des impôts, c'est-à-dire ordre de payer ou d'ATD. Alors, que faire à ces moments-là? Non, c'est ça, Jacques Teka dit. En cas pensé, c'est concernant les anciennes factures. Les anciennes structures jusqu'au 31 août. Qui pas qu'à exister. Voilà, avant. Excuse-moi, parce que les factures du 1er septembre n'ont pas encore été émises. C'est au 31 août. Oui. Et parce que, je répète pour la énième fois, il y a un comptable émetteur qui est l'ancienne régie qui a été dissoute, qui est devenue SMGAG. Ils sont tous regroupés en attendant qu'on mette de l'ordre dans un. Et ce sont des factures émises. Il y a des factures qui sont insincères, il y a des factures qui sont prescrites. Absolument. Et à ce moment-là, c'est envoyé. Quand ils sont contents, ce n'est pas eux qui font le sale boulot. On le fait la DRFIP, Direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, qui le fait. Mais le comptable, très souvent, n'a pas le dossier, n'a pas l'historique du dossier du comptable émetteur, qui lui est au SMGAG. Donc, ils ne peuvent pas répondre, ils ne savent pas. Donc, nous avons demandé, toutes les associations, que l'on mette des gens pour faire ce travail-là, parce qu'il faut résoudre les problèmes à venir, il faut qu'on les préfigure, donc on s'arme pour ça, mais en même temps, il faut régler le passif, parce que très souvent, le comptable public, c'est mécanique, il a son ordinateur et son logiciel qui a une chronologie, une machine, ça ne pense pas, ça exécute. C'est comme une guillotine, ça n'a pas d'état d'âme. Oui, mais le problème, c'est que les comptables là, parfois, ils savent. Le problème là, c'est ça. Et quand ce professeur... Non, je fais une précision. Très souvent, il faut savoir, c'est l'organisme chez qui on fait la saisie en finances publiques qui doit informer, voilà, il y a telle quotité, ça c'est telle chose. Ils sont contents de recevoir le papier, ils prennent l'argent et il sait très bien que ça c'est une allocation familiale. Ça c'est une aide à handicapé, ça c'est un remboursement. Il n'a pas le droit d'y toucher. C'est banque là. La banque ou la caisse d'épargne ou l'assurance vie. Parce qu'on peut saisir une assurance vie. Aussi.
Ah oui. Alors, mais ça, Dieu veut dire, c'est que, tu es d'accord avec Jacques, comptable là, il y a un ordre, il a saisi. Oui. Bon, mais quand même, on doit être connaître, comptable, on doit être connaître, et voilà, pourquoi il a saisi des bitins qui prescrits? Par exemple, quand Saint-Rose, je crois monter à 2007. 2007. Alors qu'au bout de 4 ans, laissez-le, par exemple, son délégation, 2 ans, prescription. 4 ans, là, on son régie. Mais quand on ni c'est facile là devant moi. Alors, quand même, comptable, il a demandé des machins. Donc, et puis, il a saisi des gens qui paniquent pour relever. C'est-à-dire que chaque trimestre, 85 €, c'est même quantité là, mais c'est aberrant. Et puis, comme nous savons que mon il a baillé ordre là, donné d'ordre là, directeur à régie là, par exemple. Puis j'ai informé des courriers là parce que on ne peut pas saisir les contestations. Ça, parce que on compte un bon juge, sans on peut payer un machin. Donc là, il y a un conflit entre 2 entités, c'est un juge qui a dit le droit. Et donc, nous avons informé le comptable, nous avons dit, et on fait ça pour en français comptable. En Guadeloupe, nous avons une sorte de toute puissance, vous comprenez? D'habitude, de mauvaises pratiques. Comme un paiement bien. Et même là, très collé. Là, on a fait un courrier pour dire comment ça, on ne doit saisir, parce qu'en contestation, mille lettres de contestation l'ont fait, côté directeur là. Parce que ça est arrivé. C'est que ces factures-là, très insincères, parfois, factures pas bon. Il des factures, il n'y a pas rien relevé. On ne peut pas relever facture plusieurs années. Pas rien fait pour relever le compteur, ou quand il débité, on passe ça, ou bien on peut rien voir compter là bloqué, ou bien compter là tiré en bâté. Donc c'est ça. Après, pour dire des dépenses des dettes qui réelles, est-ce qu'on recommande? Donc parfois, c'est pourquoi nous avons dit attention. Et le professeur il t'a dit attention, c'est quand il gros factures là, il faut arrêter puis ça. Donc ça a bien été. Et il a contré ces différents là pour te faire un compte, essayer de regarder qui gens ils vont sortir dans ça. Parce que c'est vrai, c'est intéressant. Là, où union régie ou mal géré, etc. Et mettre en facture, un paquet facture, à des sommes qui ne correspondent pas à une réalité de consommation. Quoi, vraiment? Et c'est ça, vous voyez, c'est Zimoun. Comprenons. Indépendamment de ce côté saisissable, mais en cas de question de justice aussi, il faut que là corresponde à une consommation à usager là, comprenons. C'est ça le problème là, souvent. Et deuxième problème là, et plus grave encore là, le problème de qualité de l'eau là. Parce qu'en cas de qualité de l'eau là, c'est moins qualité, ça capacité, ça scandaleux d'ailleurs. À part lui, nous venons d'avoir de l'eau microbiologiquement impropre à la consommation. Les gens de Trois-Rivières, on leur a fait boire n'importe quoi. Gros-Rivière aussi. Mais c'est un scandale, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Je me demande comment une commune comme Trois-Rivières, qui est un lieu qui fait partie de notre patrimoine héroïque, historique, quand les gens de Trois-Rivières puissent accepter ça. Rivière Sens, depuis 24 jours, les gens n'ont pas d'eau. Ah oui, c'est un scandale. 24 jours, c'est pas un goût, rien. C'est grave ça. Oui, donc c'est extrêmement grave. Surtout qu'il faut savoir que je le rappelle, je vous l'avais dit la dernière fois, le préfet de la Guadeloupe et le DRFIP avaient signé une lettre conjointe à partir du 30 juin pour l'arrêt des régies en cessation d'activité, en cessation d'exploitation et en pseudo-liquidation pour le SIAG, pour toutes les factures qui étaient un peu litigieuses et machin, mettez ça... Bien sûr. Les ordonnateurs et leurs petits comptables, à eux, se sont arrangés pour ne pas appliquer la directive, et c'est pour ça que les histoires vont éclater, ont déjà commencé, parce que c'était établir leur incompétence en recettes, parce qu'ils avaient fait des dépenses prévisionnelles qui sont en fonction de ces recettes fantômes. Parce que pour dépasser le délai de 2 ans ou 4 ans, selon qu'on soit une régie ou une DSP ou pas, il faut savoir que vous faites les diligences. Les diligences, c'est que vous appliquez la loi pour recouvrer la créance que l'on vous doit. L'argent là, qu'on pas doué là. Mais si la personne n'a pas fait les diligences réglementaires, c'est-à-dire qu'on doit couper de l'eau à monde pour y payer, et on va faire agent, parce que j'ai la preuve de ce que j'avance sur la déposition au tribunal quand arrivera, que des agents ont été dit aux gens, oui, donc si vous ne pas payer de l'eau là, peut-être il faut un moratoire. Et alors, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller faire un moratoire, alors que la facture est insincère. Si elle fait le malheur de faire ça, elle reconnaît la validité de la facture qui est insincère. Et ces gens se sont retrouvés ayant peur, ayant la trouille, parce qu'il faut savoir que la loi sur les incompétences gestionnaires
avec des sommes importantes surtout, quand on fait la sommation, c'est-à-dire l'addition de toutes ces dettes insincères, la loi sanctionne et demande de poursuivre les auteurs-acteurs aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, toutes ces vitamines, un côté positif, c'est que c'est la veille d'organisation là nous avons fait là. Parce que actuellement, dans une zone là, il y a couper de l'eau là, enfin, ces territoires là, maintenant, et toute zone là, il y a couper de l'eau déjà toujours. Eh bien, ça nous avons fait. Nous avons organisé les quartiers. C'est parce que ça a une association là, nous avons demandé trop de travail. Ouais. C'est pas au quartier, nous avons organisé ces gens-là, mettre des responsables, des sortes de comités de quartier pour bien là. Et nous avons ça il faut pour résoudre le problème là, même. Nous avons sous responsabilité nous, hein. Mais sinon ça a venir possible. C'est pas par exemple des résidences. Dans les résidences, comme ça, nous avons venir, nous avons fait des réunions, organisé ces gens-là. Tout le monde adhère, hein, que des adhérents. Donc ça veut dire que faut comprendre son combat. Et à dimension judiciaire là, nous en plein à dingue. Ah non, je crois poursuite en justice pour coupure d'eau. Illégal. Ah ouais. Parce que l'on l'a tellement bien fait. Pas ni pour que tu vas dans la résidence principale à mon là, qu'on doit couper de l'eau là. Et quand Jacques a dit, quoi couper de l'eau là pour faire au pays. Mais à part ça, ni d'autres moyens, si vous coupez. Parce que le problème là, c'est que nous obligés à injustice, nous en cas un dossier, et nous faisons un travail de groupe, nous avons un partenaire qui a aidé nous à cette situation là, pour nous entrer dans des démarches là, ça, bilan de groupe, et nous avons réunion bientôt, pour nous convoquer tout le monde qui va couper de l'eau, pour nous faire aller en justice et pour faire indemniser. Parce qu'il y a des gens qui est dans de l'eau. Ouais. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de l'eau. Alors donc, il faut nous arrêter ça. D'accord. OK. Bien, monsieur, il est 13h50. On a fini pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début d'émission, on a reçu Mme Isabelle Sérival avec les responsables du BGE. C'est un accélérateur et un booster pour les entreprises qui ont moins de 24 mois, avec lesquels on a fait un petit peu le point. Si vous êtes créateur d'entreprise, vous avez une entreprise qui a moins de 24 mois, prenez contact avec le BGE, qui est une expression du BPI. Et donc, avec Cap Excellence, on peut aider ces entreprises à démarrer. Autre personnalité invitée, Maritza Bernier, adjoint au maire de DE, responsable juridique. Oui, adjoint au maire de DE. Et Maître Bernier, d'ailleurs. Et elle nous a invités à un marché du carnaval qui se fait à DI, paraît que ça qui est belle, qui est ni bon manger, qui est ni bitin, biscuits américains. Enfin bref, nous couvrons ça demain, nous passer là, ça. On a reçu aussi, il faut le dire, Isabelle Faye, la chronique c'est quoi cette affaire. Elle a décrypté l'intervention de M. Cotillon dimanche dernier sur RCI. Les questions qui ont été posées à M. Cotillon, il avait répondu à sa manière. Et Isabelle est revenue, et comme on dit encore, il décratit ça, il fait ça assez bien, puisque j'en ai des retours. Bref, et puis Jacques et Isnao, comme chaque vendredi, eh bien, ils ont fait le point sur la question de l'eau. Pour la communication, l'information, bien ce midi, hier, il y avait une plateforme de proposition des élus. Vous savez que les élus ont créé leur collectif et M. Losbar revient d'une visite gouvernementale. Il était en France, il a fait le tour, Assemblée nationale française, Sénat et présidence de la République. Nous sommes à la veille des élections. Je rappelle que pour l'instant, 2 élus Monsieur Chaldus, le premier, a parrainé Macron. Pour mon parti, il était fait ça, mais enfin, il fait. Et le président de la communauté de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, a parrainé Zemmour, Bruno Magras. Bon, la suite, Hidalgo, c'est déjà le maire de Bastère et son premier adjoint ont déjà fait le même geste pour Mme Hidalgo. Et le Conseil constitutionnel va procéder à la transparence, puisque le 4 mars, on saura exactement qui soutient qui en Guadeloupe. Ça qui est assez belle. Et qui a fait 500 signatures. Et qui a fait 500 signatures. Pour l'instant, on fait dire que ni Zemmour, ni Mélenchon n'ont atteint, encore moins Taubira à peine à 80, et il va arriver loin. Il n'a pas apprécié. Enfin, bref, le 4 mars, c'est bientôt après Carnaval, nous savons exactement qui fait quoi, qui arrive à 500 et qui est présenté aux élections présidentielles françaises. Voilà, il bout pour là, réalisation Jordan, et on se retrouve à partir de lundi pour une nouvelle série de ZCL News, comme chaque semaine, en direct de Canal 10, de C10 FM
et de racheter. Voilà, il bout de projet là. Bon week-end et puis à lundi et les autres à vendredi, comme d'habitude. Si Dieu veut. Si Dieu veut, oui. Les anciens. Dieu veut, oui. Si mon Dieu veut, effectivement. Bon.